Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 26 janvier, voici les titres de cette édition. 2012, année de la transformation pour le quartier Chantraigne-Montvilliers à la Chapelle-Saint-Luc. L'ensemble urbain est en train d'être requalifié pour 200 millions d'euros. Le préfet de l'Aube était sur place ce matin avec le maire Chapelain pour faire le point sur ces travaux de grande envergure. Nous nous intéresserons aussi à une conférence du collectif Aubois pour le droit de vote des étrangers. Elle se tenait mardi soir à Sainte-Savine en présence du vice-président de la Ligue des droits de l'homme. Au cœur du sujet, le droit de vote des non-européens aux élections locales. Et puis la 6e édition de la Semaine du son. Jusqu'à samedi, des professionnels partagent leur savoir et leur passion. Cette année, l'accent est notamment mis sur la lutherie. C'est sur ce sujet qu'une présentation était organisée cet après-midi à la médiathèque du Grand Troy en présence de 2 luthiers au bois. Mais on débute donc avec cette visite du préfet de l'Aube à la Chapelle-Saint-Luc. Christophe Bay est venu faire le point sur les travaux de requalification urbaine au sein du quartier Chantraigne-Montvilliers. Des travaux d'envergure qui s'effectuent dans le cadre du plan ANRU signé en 2008. Ce chantier qui démarre véritablement doit transformer en profondeur le quartier, surtout d'ailleurs cette année. Le reportage de Christian Vira. 2012, c'est l'année du changement à la Chapelle-Saint-Luc. Après les rénovations des écoles et un peu de voirie, c'est au tour de l'habitat et des espaces publics, le tout étant réalisé dans le cadre du plan de rénovation urbaine. C'est un objectif long, c'est un peu les travaux d'Hercule, mais c'est essentiel pour la population qui y vit, mais c'est l'essentiel pour la Chapelle-Saint-Luc en général, mais aussi pour toute l'agglomération. Alors ça change pas tout parce que la vraie question, ça restera le travail. Et là-dessus, on peine, comme tout le monde le sait. Mais ça permettra quand même aux habitants d'avoir vraiment la conviction qu'ils ne sont pas délaissés, relégués et qu'ici à la Chapelle-Saint-Luc, quel que soit le quartier, on peut bien y vivre. Ces chantiers devraient durer jusqu'en 2016. Il s'agit du 5e plus gros projet ANRU de France. On va démolir près de 700 logements, on va en reconstruire à peu près autant, on va résidentialiser plus de 2000 logements. On va réhabiliter également plusieurs centaines de logements, que c'est vraiment énorme. 200 millions d'euros de travaux, c'est énorme. Mais là, vraiment, les grosses démolitions, les grosses réhabilitations, les résidentialisations, tout ça, ça va commencer maintenant. Ces immeubles vont disparaître, ils ne seront pas les seuls. Et ça aussi va tomber, là, tout ça, là. Ce qu'on appelle les tours noirs ici. Et vous avez aussi le petit carré. Hormis les démolitions, de nouveaux services sont déjà en cours d'aménagement. C'est la future maison de quartier qu'on va y construire pour accueillir à la fois un centre de loisirs, à la fois le monde associatif à travers un club de quartier. Il y a aussi une nouvelle école, 2 écoles maternelles, une école élémentaire et une cantine. Le préfet a tenu à visiter également les associations et services publics qui accompagnent les 8000 chapelains concernés par ce projet. C'est toute la grande différence entre les programmes de la politique de la ville d'il y a 20 ans et maintenant. On ne fait pas que du béton, quoi. On fait aussi de l'humain. Des premières réhabilitations, celui de la politique de la ville, quand on faisait un coup de badigeon, on faisait surtout dans l'extérieur, quoi. Ça va et vous? Allez, les travaux, c'est pas trop dur? Ça fait passer le temps. Ça fait passer le temps? Désenclaver le quartier, mixité sociale, ce projet prévoit aussi l'accès à l'emploi malgré la conjoncture. Des emplois qui vont se créer forcément sur le nouveau centre commercial Carrefour. Vous avez, je vous le disais tout à l'heure, sur l'ensemble des travaux qui sont effectués, des volumes qui sont dédiés à la population chapelaine. Donc vous avez des éléments positifs. Mais des éléments positifs dans une période extrêmement noire, forcément, ça a moins d'impact que ce que ça aurait pu avoir. D'après le maire, ce plan ANRU est une aubaine. La ville finance 5% des travaux. Les 95% restants proviennent de sources extérieures. Nous vous parlions hier d'un incendie rue des Jardins à Troyes dans le quartier de la Gare. Les flammes avaient détruit dans la nuit de mardi à mercredi l'appartement d'un homme d'une 60aine d'années. Cet incendie est d'origine criminelle. 2 mineurs ont été interpellés. À l'origine, une dispute qui a conduit l'un des 2 jeunes à enflammer un matelas avant de s'enfuir. Les 2 mineurs interpellés faisaient l'objet d'un contrôle judiciaire depuis vendredi pour vol sous la menace d'une arme. Le jeune qui a mis le feu au matelas a été présenté au juge pour enfants. Il a été incarcéré en attente de son jugement. Le 2e mineur a été remis en liberté, lui aussi en attente de son jugement.
La décision sera entérinée samedi, mais c'est une certitude. Nicolas Dhuicq sera bien le candidat de l'UMP aux prochaines élections législatives. Le député sortant a été investi dans la première circonscription. La question au sein du parti a été posée après l'échec du maire de Brienne-le-Château aux dernières élections cantonales. Nicolas Dhuicq pourra donc finalement défendre son siège de député sous l'étiquette UMP. On lui connaît déjà un adversaire, René Godeau, le maire de Bar-sur-Aube représentant le Parti radical de gauche. Les élections législatives auront lieu les 10 et 17 juin prochains. Une élection d'ailleurs pour laquelle les étrangers ne pourront pas voter. C'est pour tenter de changer la donne que le collectif Au Bois pour le droit de vote des étrangers a organisé une conférence mardi soir à Sainte-Savine. Parmi la cinquantaine de participants, le vice-président de la Ligue des droits de l'homme. Au cœur du sujet donc le droit de vote des non-européens aux élections locales. Les précisions et le reportage de Marie Delbès. 30 ans que le débat dure. Depuis un peu plus d'un an, un collectif Au Bois pour le droit de vote des étrangers s'est formé. Composé d'associations et de partis politiques, il organise des conférences et des pétitions, car l'Aube est concernée. Plus de 14 000 étrangers hors Union européenne y habitent. Parce que nous, membres des associations présentes, nous estimons que les gens qui vivent ici peuvent participer à la vie citoyenne et donner leur avis pour l'élection d'un maire, par exemple. Vous savez qu'il y a des communautés d'étrangers dans toute l'agglomération déjà, et même dans le département. À Bar-sur-Aube, par exemple, il y a des communautés de Turcs qui seraient susceptibles de voter. Depuis 2001, en France, les membres des 26 autres pays de l'Union européenne votent aux élections municipales, mais pas les citoyens extra-communautaires. Pour la Ligue des droits de l'homme, c'est un manque à la démocratie. Ils vivent ici, ils travaillent ici, ils sont des citoyens dans tous les actes de la vie quotidienne. Ils ont le droit de voter en toutes les élections, aux élections pour les parents d'élèves, aux élections pour les caisses de sécurité sociale. Ils votent dans l'entreprise, ils sont dans les associations, ils ont le droit de constituer des associations, ils ont le droit d'être présidents d'associations. Enfin, dans la vie de nos quartiers, dans la vie de nos villes, ils ont tous les droits, sauf celui d'élire leur maire. Qui peut comprendre ça ? Une question déjà tranchée dans 17 pays de l'Union européenne qui permettent le droit de vote et parfois l'éligibilité aux étrangers. Sur le plan juridique, pas d'avancée dans l'Hexagone, mais selon les derniers sondages, 61% des Français seraient en faveur de ce vote. Je suis quand même déjà dans mes pensées totalement convaincue pour ce vote, mais je voulais venir chercher de l'argumentation pour pouvoir discuter, partager avec les autres cette chose, ce vote qu'on aimerait voir enfin être acquis. En décembre dernier, le Sénat a adopté une proposition de loi en faveur du vote des étrangers. La question reste posée et s'invite dans la campagne à l'élection présidentielle. 1973 arbres récoltés lors de la collecte des sapins de Noël à Troyes. La municipalité vient de faire le bilan. L'opération permettait aux Troyens de déposer du 26 décembre au 22 janvier leur arbre de Noël usagé dans l'un des 18 points d'apport installés dans la ville. Cette opération est visiblement un succès puisque le chiffre est en forte augmentation. L'année dernière, 1400 sapins avaient été collectés. Des arbres transformés en copeaux, bientôt répandus sur les espaces paysagers de la ville. Et puis toujours à Troyes, une info trafic avec la mise en place de nouveaux sens de circulation sur l'axe Chaumeday de Maisonneuve-Vanier à compter de jeudi prochain, le 2 février. Des déviations pour permettre la réalisation de ronds-points à l'occasion du réaménagement du boulevard. La ville de Troyes promet la mise en place d'un balisage et d'une signalisation de chantier. Les travaux des futurs giratoires commenceront, eux, le lundi suivant. On referme ce journal avec la semaine du son. L'événement est mis sur pied par la ville de Troyes et la médiathèque du Grand Troyes pour la 6e année consécutive. Jusqu'à samedi, des professionnels du son partagent leur savoir et leur passion avec le public. Cette année, l'accent est mis sur l'électroacoustique instrumentale, mais aussi sur la lutherie. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'une présentation était organisée cet après-midi en présence de 2 luthiers au bois. Le reportage de Cyril Tavernet. Comment et pourquoi la musique sort-elle d'un violon ou d'une guitare? Quelle essence de bois les luthiers utilisent-ils pour fabriquer ces instruments? Pourquoi ont-ils des formes bien définies? Autant de questions auxquelles Benoît Fischer, luthier depuis 2001, et Laurent Demeyer, luthier depuis 1997, ont répondu au public venu à la médiathèque.
Pour la majorité des gens, un instrument de musique, une guitare, c'est un morceau de bois qu'on rentre dans une machine et il sort une guitare derrière. Donc il y a un déficit quand même de pédagogie autour de l'instrument lui-même. Le but de notre présence ici, c'est de répondre tout simplement à leurs questions, aux questions qui peuvent se poser sur la production du son, des choses qui sont quand même très théoriques, jusqu'à des trucs tout bêtes, comment monter une corde, comment entretenir ses cordes, comment nettoyer le bois de sa touche, etc., etc. Et le bois, justement, pour tous les instruments à cordes frottées, violon ou contrebasse, c'est de l'érable. Laurent Demeyer en explique la raison aux élèves du conservatoire intéressés par le sujet. Donc c'est un bois qui est assez dense, mais en même temps qui se travaille, qui se plie, qui se travaille correctement. Et ça va permettre de fabriquer toutes les parties rigides de l'instrument. Ce luthier est passionné par les instruments à cordes depuis son adolescence. À 15 ans, il intégrait la seule école de France de lutherie, Mirecourt, dans les Vosges. Pour lui, la lutherie est un artisanat d'art pour que les musiciens excellent dans leur domaine. Un bon instrument ne doit pas se reconnaître lui-même. Il doit permettre au musicien, lui, de se faire reconnaître. Pour les élèves du conservatoire, ce cours donné par ces artisans est instructif. On sait comment tout est fait, donc du coup comment ça sort, donc du coup avoir tendance à plus appuyer pour que le son sorte et à faire plus, à jouer plus au milieu parce qu'on sait que la caisse de résonance elle est plus au milieu, voilà, c'est ce genre de choses. Dernier secret délivré par ces luthiers, ils fabriquent leurs instruments pour que la musique soit la plus belle possible, mais aussi pour que les musiciens aient le plus de facilité à en jouer, à savoir par exemple que la forme de la caisse d'une guitare a été conçue uniquement pour qu'elle soit posée sur le genou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, les prévisions météo pour votre vendredi dans l'Aube par Cécile Rich. On se retrouve demain pour un nouveau JT. Très belle soirée à tous. À demain.